Alors avant de commencer la correction de l'examen, n'oubliez pas de visiter notre site web medima.cc. Donc je vous tape sur la barre des adresses www.medima.cc. Donc c'est un site complet qui va regrouper donc tous les cours relatifs aux mathématiques du collège et du lycée. Donc comme vous le voyez, donc il y a des liens très intéressants. J'attire votre attention sur un giveaway donc, qui est lancé. N'oubliez pas de vous rendre sur le site et de cliquer sur le bouton je participe pour compléter le formulaire. Donc c'est un giveaway, donc il y a un prix, une PS5, une Xbox ou un iPad. Et on va voir si on va faire un seul prix ou deux prix ou trois prix. Vous cliquez sur je participe. C'est un bouton et vous allez tomber sur vous cliquez sur OK, donc c'est juste des cookies. Donc il y a un formulaire et il va falloir le compléter et vous participerez donc officiellement au tirage au sort de ce giveaway. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter ce formulaire et n'oubliez pas que vous avez des liens pour deuxième année bac et aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Alors bonjour les matheux, garçons et filles, et bienvenue sur une nouvelle session de correction. La correction d'un nouveau examen, toujours dans la série des examens de 2022. Là, entre mes mains, j'ai un examen de la région de Souss-Messedra. Donc ça apparaît comme ça se voit, il y a un examen qui contient 6 exercices. Vous avez des orientations pour les candidats, c'est-à-dire qu'il y a certaines consignes à respecter. Par exemple, l'utilisation d'une calculatrice non programmable est autorisée, l'utilisation d'un stylo rouge est à éviter, ainsi de suite. Et on vous donne quelques orientations par rapport aux exercices, comme quoi les exercices sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par l'exercice 6 ou 4 ou comme vous voulez. Et vous avez donc la notation pour chaque exercice. C'est des petits exercices, je vois que des points qui sont éparpillés. Et on se focalise plus sur la géométrie analytique. Voilà, on touche à tout, hein. On touche sur les équations du premier degré, fonctions linéaires et affines, statistiques, translation, inéquation et calcul de volume. Donc on vous donne la chance d'avoir un maximum de points en vous donnant le maximum des questions sur tous les cours que vous avez vus. Donc c'est une bonne chose, c'est la nouvelle orientation. Et sans tarder, on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Cet exercice est constitué de ou plutôt de questions à choix multiples. On vous propose pour chaque question 3 réponses, 1, 2, 3, dont une seule correcte. Voilà, posez une croix dans la case convenable sous la réponse juste. Donc, aucune justification n'est demandée. Très bien. Première question, on va déjà écrire exercice 1. Exercice 1. On considère les points M, donc on vous donne les coordonnées d'un point M, du couple de coordonnées 5, 2, et le point N, du couple de coordonnées 1, 0. Très bien. Dans un repère orthonormé. Donc la première question, le couple de coordonnées du vecteur Mn est 4, 2, ou le couple de coordonnées moins 4, moins 2, ou le couple de coordonnées 6, 2. Donc là, j'ai pas le choix. Donc je vais prendre mon brouillon, je vais faire les calculs. Mais par contre, il n'y a pas de justification à mettre sur la feuille de réponse. Très bien. Sur le cours, qu'est-ce qu'on a vu pour calculer le couple de coordonnées d'un vecteur? C'est rien que xn moins xm yn moins ym. Pourquoi? Parce que dans le vecteur, j'ai un point, c'est le point origine du vecteur. Le point n, c'est le point extrémité du vecteur. Et je fais toujours donc l'extrémité moins l'origine. Extrémité moins l'origine. Ça, donc, c'est connu par défaut. Donc, mn. Et là, j'applique. Donc, j'applique les nombres que j'ai. Xn c'est 1, moins Xm c'est 5, et Yn c'est 0, moins Ym qui est de 2. Très bien. Donc Mn est moins 4, moins 2. C'est ça le couple de coordonnées du vecteur Mn. Et du coup, la réponse, ou plutôt la bonne réponse, c'est moins 4, moins 2, c'est la réponse 2. Donc réponse 2 qu'il va falloir cocher.
Donc c'est cette case qu'il va falloir cocher. Très bien. On passe à la deuxième question. Le couple de coordonnées du milieu du segment MN est. Donc là, il va falloir calculer donc le milieu des segments. On va supposer, on suppose que le point A, voilà, un point A qui est milieu du segment MN. Donc c'est à moi de déterminer donc le couple de coordonnées de ce point milieu du segment MN. Et comment je le calcule? Puisque A c'est le milieu du segment MN, donc je vais utiliser les couples de coordonnées de M et de N. Donc c'est XM plus XN sur 2. Et pour le Y, c'est YM plus YN sur 2. C'est tout. Donc j'applique directement la règle. XM plus XN sur 2. Et YM plus YN sur 2. Je simplifie l'expression. 5 plus 1, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Et 2 plus 0, ça fait 2. 2 sur 1, 2 sur c'est 1. Donc la réponse, c'est le couple de coordonnées 3, 1. Et je vois que c'est la réponse 1. Donc la réponse 1 est la réponse qu'il va falloir cocher. D'accord? On continue sur la troisième question. L'ensemble des solutions de l'inéquation 3x moins 5 strictement inférieure de 7 moins x est l'ensemble des nombres réels x qui vérifie que x est strictement supérieur à 3 ou x strictement supérieur à 4 ou x strictement inférieur à 3. Donc alors là, il va falloir déterminer donc l'ensemble des solutions de cette inéquation. Je vais l'écrire sur ma feuille de brouillon. Donc 3x moins 5 strictement inférieur de 7 moins x. Je vois que c'est une inéquation qui est simple, il n'y a pas d'expression difficile, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de développement à faire, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'inconnu avec un exposant, ni rien, donc ça c'est facile. Donc la règle me dit quoi? De mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc c'est 3x plus x strictement inférieur de 7 plus 5. Voilà, pas plus difficile que ça. Donc ça va me donner 4x strictement inférieur de quoi? De 12. Donc x strictement inférieur de 12 sur 4. Et 12 sur 4, c'est 3. Donc la solution, plutôt l'ensemble des solutions, c'est tous les nombres réels qui sont strictement inférieurs à 3. D'accord? Et la réponse qu'il va falloir cocher, c'est la réponse 3. Voilà. C'est la réponse 3 qu'il va falloir mettre la case. Voilà, donc c'est un petit exercice pour chauffer un petit peu le démarrage. 2 points, il ne faut pas les rater. Et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Première question, résoudre l'équation suivante. Donc 1, résolution de l'équation 4x moins 5 est égal à 2x plus 3. Là aussi, donc c'est une simple équation, pas d'expression à simplifier ou à développer, pas d'exposant, pas de fraction, c'est facile. Donc qu'est-ce qui me reste? C'est de mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Donc j'aurai quoi? J'aurai 4x moins 2x est égal à 3 plus 5. Ça fait 2x est égal à 8. Donc x est égal à 8 sur 2 est égal à 4. Donc l'équation 1, je vais noter, admet une seule et unique solution, laquelle, c'est celle que je viens d'écrire. X est égal à 4. Voilà. Deuxième question, résoudre l'équation x moins 11 facteur de 6 moins 2x est égal à 0. Très bien, donc 2, résolution de l'équation x moins 11 facteur de 6 moins 2x est égal à 0. Là, on a vu dans le cours, c'est cas de figure. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un nombre
multiplié par un nombre qui est égal à 0. Dans ce cas de figure, c'est soit ce nombre est égal à 0, ou ce nombre est égal à 0. Et du coup, je vais sortir deux équations. C'est soit que x moins 11 est égal à 0, ou 6 moins 2x est égal à 0. Il suffit qu'un des deux termes est égal à 0, que pour le tout soit égal à 0. D'accord? Donc x, dans ce cas de figure, x est égal à 11, ou moins 2x est égal à moins 6. X est égal à moins 6 sur moins 2. Ce n'est rien que 3. Donc, l'équation, je vais la noter 2, admet deux solutions lesquelles c'est 3 et 11. Troisième question, résoudre le système suivant. Résolution du système. C'est un système qui s'écrit 5x moins y est égal à 8 et 2x plus y est égal à 13. Je vais noter système S pour faciliter les choses. Et là, comme je le sais dans le cours, j'ai deux méthodes, soit la méthode algébrique, soit la méthode graphique. Et la méthode algébrique, j'ai deux choix, soit de faire une combinaison linéaire ou de faire une substitution. Donc dans les deux cas, ça va me donner donc une réponse et de trouver ce couple de solutions. Mais comme la première équation contient un moins y et la deuxième équation contient un plus y, donc si je fais la sommation, systématiquement, je ferai une élimination de y. Donc je choisis d'utiliser la méthode algébrique combinaison linéaire. Méthode choisie par combinaison linéaire. Et je préfère faire une élimination, ou plutôt je commence par une élimination de y. Et bien, de ce point de vue, ça va être 5x moins y plus 2x plus y est égal à 8 plus 13. Donc j'additionne les deux équations terme à terme. Qu'est-ce que j'obtiens? C'est 5x moins y plus 2x plus y est égal à 13 plus 8, ça fait 21. J'élimine y, c'est le but. Élimination de y. J'aurai quoi? Donc j'aurai 5x plus 2x, ça fait 7x, est égal à 21. Donc x est égal à 21 sur 7. Ce n'est rien que 3. Là, je viens de déterminer x. Maintenant, remplaçons. X est égal à 3 dans l'une des équations du système. D'accord? Si je prends par exemple la première équation, on a 5x moins y est égal à 8 et x est égal à 3. Donc si je remplace, qu'est-ce que j'obtiens? C'est 5 fois 3 moins y est égal à 8. Donc y est égal à 15 moins 8. Y est égal à 7. Donc le système S admet une unique solution, le couple. Quel couple? X est égal à 3 et Y est égal à 7. C'est ça le couple de solutions. Très bien, donc ça c'était l'exercice 2, il n'y a pas plus difficile que ça, hein. Donc c'est 4 points, là aussi c'est des points qui sont vraiment donnés gratuitement. Et on passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3.
On considère la fonction linéaire f définie par f de x est égal à 5x. Calculer, donc petit a, calculer f de 2. Très bien. Première question, on nous donne la fonction f de x qui est égale à 5x. Donc c'est une fonction linéaire. Petit a, on me demande de calculer f de 2. Calculer f de 2, c'est-à-dire l'image de 2 par la fonction f. Bah, on a f de x qui est égal à 5x. Il suffit donc de remplacer. Donc f de 2 est égal à 5 fois 2. Je remplace le x par 2. Donc f de 2 est de 10. Voilà la première question. Deuxième question, plutôt petit b. Déterminer le nombre dont l'image par f est 1. Donc déterminant le nombre dont l'image est 1 par la fonction f. Alors là, cette question, c'est plutôt l'inverse. C'est pas à moi de trouver l'image d'un nombre par la fonction f, mais plutôt de trouver le nombre qui me donnera comme image 1. Et ça revient à résoudre une équation. Et c'est quel type d'équation qu'il va falloir résoudre? Ça, on l'a vu pas mal de fois. Ça revient à résoudre l'équation f de x est égal à 1. Le 1, c'est celui-là. Et f de x, je connais que f de x est égal à 5x. Donc, il suffit de remplacer le tout et on aura 5x est égal à 1. C'est ça l'équation qu'on cherche à résoudre. Donc, x est égal à 1 sur 5. Ainsi, le nombre que je cherche, c'est x est égal à 1 sur 5. Soit f de 1 sur 5 qui va me donner 1. D'accord? Deuxième question. On considère la fonction affine g telle que g de 2 est égal à 1 et g de 3 est égal à 3. Donc deuxième question. Là, on va travailler avec une fonction affine. G de x affine. Et j'ai certaines données, c'est-à-dire g de 2 qui est égal à 1 et g de 3 qui est égal à 3. Et ça, c'est important pour déterminer donc l'expression de g. Montrer que le coefficient de la fonction g est a est égal à 2. Donc petit a. Calculons le coefficient de g, c'est-à-dire de montrer que a est égal à 2. Qu'est-ce qu'on a? On a g est une fonction qui est une fonction affine. On a g de x qui est égal à ax plus b avec a et b sont des nombres réels à déterminer, bien sûr, pour avoir l'expression de g de x. Et a, le coefficient de cette fonction. D'accord? Donc la règle, qu'est-ce qu'il me dit? Donc d'après le cours, a, ce n'est rien que g de x moins g de x' sur x moins x'. Ça, on l'a vu dans le cours. Mais au lieu d'utiliser g, on a utilisé f. F de x moins f de x' sur x moins x'. Mais dans mon cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà g de 2 qui est égal à 1 et g de 3 est égal à 3. Ben, je vais utiliser donc ces deux images. Donc a, c'est quoi? C'est g de 2 moins g de 3 sur 2 moins 3. C'est les x que je mets ici. C'est-à-dire ce x ici et ce x ici. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez commencé par g de 2 et non pas g de 3? Ben, c'est la même chose. Et ça aussi est égal à g de 3 moins g de 2 sur 3 moins 2. Que ce soit ça ou ça, on aura toujours le même résultat. Donc a est égal à quoi? G de 3 c'est 3, moins g de 2 c'est 1 sur 3 moins 2. 3 moins 1 ça fait 2. Et 3 moins 2 ça fait 1. Est égal à 2. Et là on vient de montrer que effectivement le coefficient est égal à 2. Vérifie que g de x, donc petit p, vérifie que g de x est égal à 2x moins 3. Donc vérifions que effectivement la fonction g de x est égale à 2x moins 3. On a
l'expression qu'on a écrite tout à l'heure de g de x est égal à ax plus b. Or, on a trouvé que a est égal à 2, d'où g de x est égal à 2x plus b. Maintenant, il reste à déterminer b. Déterminons b. Comment on va déterminer b? On a quoi? Toujours les images. On a l'image de g de 2 qui est égale à 1 et g de 3 est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je remplace 2, le nombre 2 dans l'expression de cette fonction, elle va vérifier donc la fonction et j'aurai comme résultat 1. Et de même pour 3 que j'aurai un résultat de 3. Donc dans les deux cas, j'aurai toujours le même résultat. Donc g de 2 est égal à 2 fois 2 plus b. Et dans le cas de g de 3, j'aurai quoi? J'aurai 2 fois 3 plus b. Et ça est égal à quoi? Ça est égal à 1 et ça est égal à 3. Donc l'équation que j'aurai ici, c'est 4 plus b est égal à 1. Et ici, j'aurai 6 plus b est égal à 3. Donc b est égal à quoi? C'est 1 moins 4. Donc b est égal à moins 3. Et ici, c'est b qui est égal à 3 moins 6. Donc b est égal à moins 3. Dans les deux cas de figure, j'obtiens toujours le même résultat. Ainsi, g de x peut s'écrire 2x moins 3. D'accord? Construire la représentation graphique de la fonction g dans le repère ci-dessous. Très bien, donc on va tracer un repère orthonormé. On va tracer l'axe des ordonnées. On va tracer l'axe des abscisses. Ça, c'est x et ça, c'est y. On a l'origine du repère O, le point I, le point J. Et on me demande de tracer donc la fonction g. Mais avant de tracer la fonction g, j'aurai besoin de quelques éléments. Qu'est-ce que j'aurai besoin? J'ai g de x qui est égal à 2x moins 3. J'ai l'image de g de 2 qui est égale à 1. Et j'ai l'image de g de 3 est égale à 3. Donc ça, on peut le traduire graphiquement comment? Ça veut dire que la droite delta, représentation graphique de la fonction g, aura comme équation réduite y est égal à 2x moins 3. Et l'image de 2 par la fonction g est égale à 1, ça veut dire que on a un point qui appartient à cette droite A de couple de coordonnées 2, 1 qui appartient à delta. Pourquoi? Parce qu'il vérifie. Et de même pour le point B, donc c'est une notation, j'ai nommé A et B comme tu veux. Hein. B c'est 3, 3. C'est le point 3, 3 qui appartient aussi à la droite delta. Donc j'ai quoi? J'ai l'équation réduite, j'ai le premier point et j'ai le deuxième point. Donc je n'ai qu'à tracer le point A et B et de tracer ma droite. On va la tracer avec un stylo rouge. Donc le point A c'est 2, 1. Ça c'est 1, ça c'est 2. Donc c'est ici le point A. Et le point B c'est 3, 3. Ici c'est 3, ici c'est 2, ici c'est 3. Ça va être quelque chose ici. Ça, c'est le point B. Je prends la règle. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez tracé la droite delta en la faisant passer par le point A et B et le point moins 3 sur l'axe des ordonnées. Tout simplement, moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Si vous remplacez x par 0, vous allez avoir y qui est égal à moins 3. Et tracer une droite avec 3 points, c'est encore plus précis. Delta de point y est égal à 2x moins 3.
Voilà, donc la représentation graphique de la fonction g. Et bien c'était tout pour l'exercice numéro 3. Très sympa, très classique. 4 points aussi. Jusqu'à maintenant, on rafle pas mal de points. Et on passe à l'exercice numéro 4. Alors, exercice 4. C'est un exercice sur les statistiques. Les données suivantes représentent la consommation, plutôt les consommations d'eau en mètres cubes de 25 familles. Très bien. Mais par contre, là, les données sont éparpillées, donc ils ne sont pas groupés dans un tableau. Et chaque valeur du caractère n'est pas attribuée à son effectif. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On va reprendre ces valeurs pour ne pas les perdre et vous montrer directement comment on fait. Donc on a 5, 7 mètres cubes, 6 mètres cubes, 5, 8, 8, 7, 6, 7, 4, 7, 6, 7, 5, 7, 5, 6, 5, 7, 6, 4, 7, 5, 5 et 7. Très bien. Compléter le tableau des effectifs suivants. Donc on va non seulement compléter les effectifs, mais aussi on va compléter donc la valeur des caractères. Très bien. On va reprendre le tableau, comme ça on va vous montrer comment on fait. Consommation, plutôt le caractère, consommation en eau, en mètres cubes, c'est le caractère. Et nous avons le nombre de familles. Les effectifs. Très bien. Donc la première valeur, je ne l'ai pas. La deuxième, je ne l'ai pas. La troisième, c'est 6. Quatrième, c'est 7 et 8. Et pour l'effectif, j'ai 2, 7, ça j'ai pas, et 9, et celui-là, je ne l'ai pas. Donc c'est à moi de la compléter. Et ben, comment on va faire pour la compléter? Ben, déjà, je vois que c'est une série statistique discrète en valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que là, j'ai des petites valeurs qui sont croissantes. Donc systématiquement, j'ai 6, 7 et 8. Donc ça va augmenter. Donc c'est des valeurs, petites valeurs qui vont augmenter, croissantes. Mais comment ils vont évoluer? Donc sur les données que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Je vois qu'il y a 5, je vois qu'il y a 6, 7, 8, il y a aussi 4. Donc systématiquement, je comprends qu'il va falloir mettre ici 4 et ici 5. Parce que parmi les données que j'ai, il y a 4 et 5 comme valeur du caractère. C'est tout. Et comment je vais faire pour vérifier donc l'effectif de 4? C'est-à-dire la consommation 4 mètres cubes. J'ai deux familles qui consomment 4 mètres cubes. Donc je calcule les effectifs. 1, 2. Effectivement, il n'y en a que 2. Pour la valeur 5, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Effectivement, j'ai 7. Alors, pour le caractère 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'ai 5 familles qui ont consommé 6 mètres cubes. Pour 7, à vérifier aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Effectivement, il y en a 9. Et pour la valeur 8, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, et c'est tout. Voilà. J'en ai que 2. Et bien, pour vérifier que j'ai vraiment raison, il va falloir calculer donc l'effectif total. Donc n, c'est quoi? C'est 2, plus 7, plus 5, plus 9, plus 2. Est-ce que ça est vraiment égal à 25? Parce qu'au début de l'exercice, on m'a dit qu'il y avait 25 familles.
Donc 7 plus 2, ça fait 9. Plus 2, ça fait 11. Plus 5, ça fait 16. Plus 9, ça fait 25. Effectivement, c'est correct. D'accord. Déterminer le mode de cette série statistique est la deuxième question. Le mode de cette série statistique discrète en valeur. Et ben, comment on va faire pour calculer donc le mode de cette série? On a vu quoi? Il va falloir déterminer donc l'effectif le plus élevé. Ben, l'effectif le plus élevé, c'est quoi? Est-ce que c'est 2, 7, 5, 9 ou 2? C'est 9, bien sûr. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à 7. Donc 7, c'est le mode de cette série statistique, tout simplement. D'accord? Et on écrit tout ça. On a l'effectif le plus grand de cette série est 9. Et la valeur du caractère qui correspond à 9 et la valeur 7. Donc, le mode de cette série statistique est 7, tout simplement. Très bien. Et on passe à la troisième question. Calculer la moyenne arithmétique de cette série statistique. Donc, calculons la moyenne arithmétique de cette série. Et ben, la moyenne arithmétique, c'est rien que l'hypothèse qui dit que si toutes les familles ont consommé la même quantité d'eau, quelle est la valeur de cette consommation? Si je fais une moyenne arithmétique, je vais me dire que toutes les familles ont consommé telle quantité, et ils ont consommé tous la même quantité. Et sur mon cours, qu'est-ce qu'on a vu? M, c'est quoi? La moyenne arithmétique n'est rien que le produit, plutôt la somme du produit de l'effectif fois le caractère sur l'effectif total. C'est-à-dire que je prends 2, je la multiplie par 4, et j'ajoute 7 fois 5, et j'ajoute 5 fois 6, 9 fois 7, plus 2 fois 8, et je divise par 25, l'effectif total. D'accord? On écrit tout ça. Donc, M est égal 2 fois 4, plus 7 fois 5, plus 6 fois 5, plus 9 fois 7, plus 8 fois 9, fois 2, c'est ça? 8 fois 2 exactement, sur 25. Donc la moyenne arithmétique, c'est 8, plus 35, plus 30, plus 63, plus 16 sur 25. On va faire la calculatrice. Donc 8 plus 35 plus 30 plus 63 plus 16 divisé par 25. C'est 6,08. Est égal 152 sur 25. M est 6,08. Donc si on suppose que toutes les familles ont consommé la même quantité d'eau, bah, ça va être un 6 mètres cubes d'eau.
D'accord. Voilà pour l'exercice 4. C'était assez facile, des questions traditionnelles aussi, classiques. Et on passe directement à l'exercice numéro 5. Alors, exercice numéro 5. On considère les deux points, le point A et le point B de couple de coordonnées moins 2, moins 1. Donc le point A de couple de coordonnées moins 2, moins 1. Et le point B de couple de coordonnées 2, 3. Dans le repère orthonormé OIJ, voir la figuration, plutôt voir la figure. 1. Construire le point C de couple de coordonnées moins 1, moins 2. Très bien. Moins 1 et moins 2. Première question. Construction. Construire, c'est rien que dessiner. Construire. Construction du point C. De couple de coordonnées moins 1, moins 2. Très bien, on va tracer donc un repère. On va tracer l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses. X, Y, le point O, l'origine du repère, le point I et le point J. Très bien, on me demande de tracer, ils ont déjà tracé le point A et le point B. Donc le point A, c'est moins 2, moins 1. Donc moins 2, moins 1. C'est ici. Le point B, 2, 3. Donc 2 et 3. Et le point C, moins 1, moins 2. C'est ici. D'accord. On va faire les petites pointillés comme ça pour vous montrer l'intersection des droites qui passent par les coordonnées de chaque point. D'accord. Voilà. Et calculer la distance AB. Très bien. Donc la deuxième question. Calculons la distance AB. Alors, on n'a pas calculé, on ne me demande pas de calculer le couple de coordonnées du vecteur AB, mais on connaît la règle. Donc AB, la distance AB, c'est rien que la racine de XB moins XA. Donc je vais utiliser les couples de coordonnées du point A et du point B. À la puissance 2 plus YB moins YA. Tout simplement. D'accord. Et donc je fais une application numérique. AB est égal à quoi? XB, c'est moins 2. Pardon. Moins XA, c'est moins, ça fait plus 2 à la puissance 2, plus YB, c'est 3, moins YA, donc plus 1 à la puissance 2. Donc ça fait 4 à la puissance 2, plus 4 à la puissance 2. Ça fait 2 fois 4 à la puissance 2 est égal à 4 racines de 2. Donc AB est égal à 4 racines de 2. Très bien. Quoi d'autre? Troisième question. Montrer que Y est égal à X plus 1 est l'équation réduite de la droite AB. Ça aussi c'est facile. Donc on va prendre le stylo. Troisième question. Montrant que la droite AB a comme équation réduite Y est égal à X plus 1. Alors là, on va utiliser dans ce qu'on a vu dans le cours. Donc il s'agit d'une droite AB. Donc, déjà le nom de la droite est composé de deux points, donc le point A et le point B. Donc du coup, on va supposer que l'équation réduite de la droite AB n'est rien que mx plus p. Y est égal à mx plus p. On suppose que y est égal à mx plus p et l'équation réduite
de la droite AB avec M et P, deux nombres réels à déterminer. D'accord. Donc, première étape, déterminant M, qui est la pente de la droite AB. Déterminant M, la pente. Donc, M, c'est quoi d'après le cours? Donc, M est égal à YB moins YA, parce que là, on parle plutôt on parle d'une droite qui contient le point A et le point B. Donc, M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Est égal à aussi YA moins YB, peut inverser. XA moins XB, ça va donner toujours le même résultat. Donc, M est égal YB, c'est 3, moins YA, c'est moins 1, ça fait plus 1. XB, c'est 2, moins XA, c'est moins 2, ça fait plus 2. Ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Donc, la droite AB aura comme équation réduite Y est égal à X plus P. Parce que là, on vient de déterminer M. Je viens de remplacer M par 1, ça va me donner Y est égal à X plus P. Maintenant, déterminons P. Déterminons P. Et P, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Très bien. Comment je vais faire pour calculer P? J'ai déjà le point A qui appartient à la droite AB et j'ai le point B qui appartient à la droite AB. Donc, le couple de coordonnées des deux points, on va vérifier donc l'équation Y est égal à X plus P. Donc, dans les deux cas, j'aurai quoi? Si je remplace par le couple de coordonnées, donc autrement dit, YA est égal à XA plus P. Donc, si je remplace YA par sa valeur, ça va me donner moins 1, qui est égal à moins 2 plus P. Donc, P est égal à moins 1 plus 2 est égal à 1. Si j'utilise les couples de coordonnées du point B, YP est égal à XB plus P. YB, c'est 3. XB, c'est 2 plus P. Donc, P est égal à 3 moins 2. P est égal à 1. D'où l'équation réduite de la droite AB n'est rien que Y est égal à X plus 1. Et c'est vérifié. Très bien, et on passe à la question numéro 4. On considère la droite delta, donc ça c'est une nouvelle droite. Donc la droite delta, d'équation réduite, Y est égal à moins X cette fois, moins 3. D'accord. Petit a, vérifie que les deux points A et C appartiennent à la droite delta. Vérifions que A et C appartiennent à la droite delta. Ben, c'est simple. Et pour vérifier, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'équation réduite de delta, on va remplacer x par xa et on va voir ce que ça va donner pour y. Si y est égal à ya, alors là, le couple de coordonnées de a vérifie l'équation réduite de delta et on peut dire que a appartient à delta. D'accord? On a le point A de couple de coordonnées quoi? De couple de coordonnées moins 2, moins 1. Ainsi, y est égal à xa plus, non, c'est moins xa, moins xa, moins 3. Y est égal à moins xa, c'est moins 2, moins 3. Et ça, c'est 2, moins 3, ça fait moins 1. Et moins 1, c'est effectivement ya. Donc, A appartient à delta. D'accord? Parce que ce moins-là, c'est celui-là.
j'ai remplacé le x par le xa, j'ai calculé, j'ai trouvé que le y en fin de compte n'est rien que le ya. D'accord? On va faire de même pour l'autre point. On a c de couple de coordonnées quoi? Moins 1, moins 2. Ainsi, y est égal à moins xc moins 3. Donc est égal à moins 1 moins 3. Ça fait quoi? Ça fait 1 moins 3 est égal à moins 2. Et moins 2, c'est effectivement yc. D'accord? D'où C appartient effectivement à la droite delta. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On conclut que les droites, ou la droite, les droites AC et delta sont confondues. D'accord. Et du coup, donc la droite AC aura comme équation réduite la même équation réduite de la droite delta. D'accord. Très bien. Et on passe à la question qui suit. Petit b. En déduire que les droites AB et AC, voilà, sont perpendiculaires. Bah oui, on vient de le dire. Déduisons que AB et AC sont perpendiculaires. On a la pente de la droite AB est de valeur. Quelle est sa valeur? 1. D'accord? Et la valeur de la pente de la droite AC est de combien? Moins 1. Car, là il faut justifier, car les droites AC et delta sont confondues. D'accord? Ainsi, moins 1 fois 1 est égal à moins 1. On conclut que AB et la droite AC sont perpendiculaires. Très bien. Et on passe à la question numéro 5. Petit a, construire dans le même plan ou dans le même repère le point D, image de C par la translation qui transforme le point A en point B. D'accord. Construction du point D. Alors là, on me demande quelques indications parce que là, j'ai pas le couple de coordonnées de D. Donc D, c'est XD, YD. J'aurais besoin de XD, de YD pour que je puisse tracer ce point D. Mais je ne les ai pas. Mais par contre, ils me donnent une indication. L'indication qu'ils me donnent, c'est qu'ils me disent que l'image de C par cette translation est le point D. Et cette translation, elle est de vecteur quoi? Elle est de vecteur AB. Et moi, je sais que j'ai les coordonnées de C, j'ai les coordonnées du point B, j'ai les coordonnées du point A. Donc, on va faire appel à la première vérification de cette translation. Donc, on a l'image de C par la translation de vecteur AB et le point D. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Le vecteur AB est égal au vecteur CD.
Pourquoi? Parce que la translation va transformer le point A en point B, ils me l'ont déjà dit, et ça va transformer le point C en point D. Donc c'est l'image de C par cette translation est D. J'ai déjà le couple de coordonnées de A, le couple de coordonnées de point B, le couple de coordonnées de C, donc je peux calculer le couple de coordonnées de D. Comment on va faire ça? On va calculer le vecteur AB, qui est égal à xb moins xa, yb moins ya. Donc AB est égal à quoi? XB, c'est 2, moins XA, c'est moins 2, ça fait plus 2. YB, c'est 3, moins YA, c'est plus 1. Donc AB est égal à 4, 4. Très bien. Et pour le vecteur CD, qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est XD moins XC, YD moins YC. Donc CD, c'est quoi? XD, je ne l'ai pas, donc ça c'est à déterminer. Moins XC. XC, c'est moins 1, ça fait plus 1. YD moins YC. YC, c'est moins 2. Donc YD moins moins, ça fait plus 2. Et bien de là, puisque on a le vecteur AB qui est égal au vecteur CD, ben, leurs couples de coordonnées doivent être égaux. Et on peut écrire quoi? Que XD plus 1 est égal à 4. Et YD plus 1, plus 2, pardon, est égal à 4 aussi. Ce qui implique que XD est égal à 4 moins 1 est égal à 3. Et YD est égal à 4 moins 2 est égal à 2. Donc le couple de coordonnées du point D n'est rien que 3 et 2. Et là, on peut le tracer. D'accord? Et on revient à notre repère. 3, 2, donc on va chercher 3 ici, et 2, c'est ici. Donc l'intersection n'est rien que ce petit point. Ça, c'est le point D. Et systématiquement, on a un parallélogramme, hein, parce que le vecteur AB est égal au vecteur CD. On va le tracer avec une autre couleur. Voilà le vecteur AB, plutôt le segment AB. Voilà le vecteur CD, ils sont parallèles, très bien, ma représentation elle est correcte. Et systématiquement, on a le ABD, c'est un parallélogramme. On peut dire que le vecteur AC est égal aussi au vecteur BD. Voilà, ce petit segment est égal à ce petit segment, et ce segment est égal à ce segment. Très bien, continue donc notre exercice. Question qui suit, petit b. Déterminer l'image du segment AC par la translation qui transforme le point A en point B. Donc ça c'est facile. On a déjà l'image de A, on a déjà l'image de C. Et puisque la translation conserve la distance, on peut dire que le segment AC, son image, c'est rien que le segment BD, tout simplement. Déterminant l'image du segment AC. On a l'image du point A par la translation on va dire par la translation de vecteurs directement, de vecteurs AB et le point B. C'est logique parce qu'on parle du vecteur de vecteur AB, c'est le même vecteur. Et l'image de C et le point D par la même translation. Ben, donc, et puisque la translation, on a vu ça dans le cours, puisque la translation conserve la distance, on
peut dire que l'image du segment AC est le segment BD de même distance. Voilà. C'est tout, hein. C'était la dernière question. Je vois aussi que c'était un exercice à la portée, pas trop compliqué. Il va falloir juste avoir la main sur ce type d'exercice. C'est pour cela que je vous invite à faire tous les examens de 2022 et de 2023 pour acquérir cette rapidité dans le traitement des exercices. Et on passe sans tarder à l'exercice numéro 6. Alors, exercice 6. Et le dernier, hein. Donc on a A, B, C, D, E, F, G, H, un parallélépipède, très bien, tel que AE est égal à 6 cm, FH est égal à 5 cm et EF est égal à 4 cm. Donc juste pour vous rappeler, un parallélépipède, c'est pas un cube, donc sa base n'est pas un carré, sa base est un rectangle. Donc on peut le tracer comme ça, hein. Voilà, ça c'est un parallélépipède. D'accord. On a A, B, C, D, E, F, G et H. Donc sa base elle est rectangle. Donc on me donne donc les distances AE qui est égal à combien là? AE, donc ça, qui est égal à 6 cm. FH, c'est la diagonale. Très bien, qui est égal à combien? 5 cm. Et EF, d'accord, qui est égal à 4 cm. Très bien, on va montrer que EH, ce segment, qui est égal à 3 cm. Là, on peut voir un peu le schéma. Ça saute aux yeux. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser la base de ce parallélépipède, la base EFGH, qui est un rectangle. Et dans ce rectangle, je vais dire que le triangle EFH est un triangle rectangle en E. Je vais utiliser donc le théorème de Pythagore. J'ai EF au carré plus EH au carré est égal à HF au carré. J'ai la distance EF, j'ai la distance FH et je peux calculer la distance EH. Ça, c'est simple. On peut reprendre carrément. Oh, c'est pas la peine. Donc, premièrement, première question, montrant que EH est égal à 3 cm. On a quoi? On a... Très bien, ça c'est mieux. E, F, G, H. Ça est égal à 5 cm. Ça est égal à 4 cm. Et c'est à nous de montrer que ça est égal à 3 cm. Ça, c'est un rectangle. Voilà. Ça, c'est mieux. Dans le rectangle EFGH, on a, c'est très important de dire dans le rectangle, on a le triangle EFH est un triangle rectangle en E. Donc, selon le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a EF au carré plus EH au carré est égal à HF au carré. Moi, je cherche EH au carré qui est égal à HF au carré moins EF au carré.
Donc EH est égal racine de HF au carré plus moins EF au carré. HF au carré, c'est FH, donc c'est 5 à la puissance 2, moins EF au carré, c'est 4 à la puissance 2. Ça, c'est 25 moins 16, c'est racine de 9, c'est racine de 3 à la puissance de 2, c'est 3. Donc, EH est égal effectivement à 3 cm. Voilà, c'est réglé. Et on passe à la deuxième question. Montrez que le volume de la pyramide AEFH est V est égal à 12 cm3. Montrons. Stylo. Deuxième question. Montrant que le volume est de 12 cm3 pour la pyramide AEFH. Elle est où cette pyramide? Eh bien, alors, la pyramide que nous cherchons, c'est celle-là. A, E, F et H. C'est celle-là. Très bien. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pyramide? Il va falloir montrer certains éléments, comme quoi c'est la hauteur et la base. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans la pyramide, A, E, F, H, on a quoi? On a AE et sa hauteur. Dire que AE c'est sa hauteur, c'est dire que le segment AE est perpendiculaire à la base. Et ça c'est très important, parce que si c'était pas le cas, on ne peut pas dire que AE c'est sa hauteur. Donc on a AE et sa hauteur. Pourquoi? Parce que AE est la hauteur du parallélépipède. Et le triangle EFH est sa base. D'accord? Donc le volume de cette pyramide est égal à l'aire de ce triangle EFH fois la hauteur sur 3. Ça, la règle, on l'a connue. Donc SEFH, c'est quoi? C'est EF fois EH sur 2. D'accord? Ça, c'est la base. Donc, la base du parallélépipède, c'est EFGH. Et la moitié de cette aire est plutôt l'aire de ce triangle EFH. On a la hauteur qui est égale à quoi? C'est AE. Et on fait une application numérique. Donc, EF fois EH sur 2 fois AE sur 3. Donc, le volume, c'est quoi? EF, c'est 4 cm fois EH. 3 cm sur 2 fois AE qui est de 6 cm, le tout sur 3. Et ici, on va simplifier 2 avec 2, ça va rester 2. Qu'est-ce que j'aurai? Et je peux simplifier aussi 3 avec 3. Donc, à la fin, j'aurai 2 fois 6. Donc, le volume, effectivement, c'est 12 cm3. Voilà. Très bien. Et on passe à la question qui suit. Si 2 est le coefficient au rapport de l'agrandissement, d'accord, de la pyramide AEFH, que sera le volume V' de cette pyramide agrandie? Donc là, on a une petite pyramide et une grande pyramide. La grande pyramide n'est rien que l'agrandissement de la petite pyramide d'un coefficient de 2. C'est simple. Calculons le volume de la grande pyramide agrandissement de la petite pyramide AEFH d'un rapport
de 2. C'est simple. Qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Le volume de la grande pyramide multiplié par le coefficient d'agrandissement qui dans ce cas c'est 2, porté à la puissance 3 parce qu'on travaille avec des volumes, fois le volume de la petite pyramide. Donc V' n'est rien que 8 fois combien d'autres 12 cm3 bien sûr. Donc le volume de la grande pyramide, 8 fois 12, c'est 96 cm3. Et ça, c'est le volume de la grande pyramide. D'autres questions? Non? Bah c'est bon, on a terminé donc l'exercice. Et je vois que c'est un examen à la portée, des questions qui sont très faciles, mais il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup à écrire. Donc le challenge ici, c'est la rapidité. Et celui qui va avoir cette rapidité, c'est celui qui a fait beaucoup d'examens. C'est-à-dire qu'il a fait pas moins d'une cinquantaine d'examens. Faites tous les examens de 2023, faites tous les examens de 2022, vous les avez dans la chaîne. Comme ça, vous n'allez pas rater votre 20 hein, sur 20. Voilà, donc sur ce, je vous dis bon courage. Et n'oubliez pas de m'envoyer votre examen le jour de l'examen. Une fois que vous passez l'examen, envoyez-moi votre examen, comme ça je ferai une correction directement sur la chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine.